Salut à tous et bienvenue dans le 143e numéro d'Hors-Jeu Capital, le podcast sur l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi sur les débriefs des matchs. Et le match qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la rencontre qui a eu lieu samedi soir entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-2 après s'être fait peur quand même, car il menait 3-0 à la 63e minute. Et Bordeaux a fini par inscrire 2 buts et aurait même pu égaliser. Et on va débriefer ce match avec mes trois camarades du jour, pardon. Et je vais commencer par le plus jeune, honneur au plus jeune, celui qui a fêté ses 24 ans, Clément, c'est ça, hein? Tout à Celui fait. qui a fêté ses 24 années de présence sur Terre. Clément Pernia est avec nous. Salut Clément, comment tu vas? Salut Mousse. Et bientôt 4 ans avec Paris United, je crois. Bah, tu es quasiment le premier à nous avoir rejoint en 2018, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. Exactement. Voilà. Ça va, 24 ans et auteur déjà de 2 livres. Ouais. 2 livres sur le Paris Saint-Germain. Un que tu as coécrit avec Jean-Baptiste Guégan sur les 50 ans du club, et un plus récent sur la décennie Qatari. Voilà, donc c'est des livres que vous pouvez trouver en librairie partout. Une histoire populaire du PSG et une décennie pour rêver plus grand. Bel instant Par promo. Clément Pernia. Merci Mousse. Tu seras à partir d'aujourd'hui. Mais je t'en prie. D'ailleurs, après cette grande carrière de journaliste, on me murmure à l'oreille que tu devrais t'installer en Uruguay. Ouais. Et peut-être monter un élevage de chevaux avec Edinson Cavani, ton idole. Allez, ça m'intéresse. Allez, c'est vendu. Notre deuxième camarade du jour, lui aussi pour écrire des livres et notamment un best-of de ses meilleurs tweets, c'est Nicolas Puravo. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Je suis résumé à des tweets, c'est moche. Hein. Bah écoute, c'est des tweets qui sont déjà très drôles, un peu légèrement provocateurs. Ouais, pas toujours. Je suis en train de me faire plein d'amis ce matin. Là. J'ai dit que l'OM avait été vendu en viager et j'ai toute la team OM qui tombe dessus. Là. Ah, tu continues. Ouais. Il est inarrêtable, ce Nicolas. Inarrêtable. Et enfin, toujours comme d'habitude, hein, le titulaire indiscutable, la star du podcast. Il n'y en a que pour lui dans les commentaires. Certains voudraient en faire l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est Yacine Amned. Salut Yacine. Salut à tous. Comment ça va? Alors, je sais que t'es en petite forme ce matin. Ouais. Merci beaucoup quand même d'être avec nous. Un peu malade. Peut-être que ça me permettra d'être un peu plus calme. Je te donnerai pas beaucoup la parole alors. Bon, messieurs, vous êtes prêts? On va débriefer le match face à Bordeaux. Un match qui aurait pu nous donner le sourire ce matin un peu plus. Car le PSG a quand même maîtrisé cette rencontre jusqu'au 3e but d'Mbappé, puis ensuite s'est fait peur avec les 2 buts girondins et notamment le deuxième qui m'a laissé un peu perplexe, le double 1-2 entre Mbaye Niang et Jimmy Briand qui permet aux Girondins de marquer le deuxième but, qui a été assez facile, le double 1-2. Si on nous avait dit que Mbaye Niang et Jimmy Briand s'amuseraient avec la défense parisienne, je crois qu'on ne l'aurait pas cru. Je vais te lancer d'abord toi, Clément. Comme d'habitude, on fait un petit tour d'horizon sur la composition de Pochettino. Comment tu as trouvé cette composition, en sachant qu'évidemment, il y avait quelques blessés, quelques absents, Clément? Voilà, t'as dit beaucoup de choses. Des blessés, je crois que j'avais noté 2 absents, au moins 2 absents majeurs par ligne. Derrière, il y a toujours Ramos, Kimpembe. En milieu, tu as Verratti, Paredes qui n'était pas là. Devant, Di Maria, Messi. Entre l'enchaînement des matchs, la rotation, les mecs qui ont déjà la tête à la sélection, tout ça, ça devient compliqué de faire un 11. Malgré tout, il a réussi à en faire un. C'est toujours pareil, on peut parler du 11. C'est 11 mecs sur un terrain. Ce qui compte, c'est l'animation, comment tu mets ça en œuvre, dans quel système. On remarque que depuis 2-3 matchs, il a quand même pris le pli de mettre Wijnaldum un peu plus haut, dans un registre un peu plus haut. Tiens, comme par hasard, il est décisif. C'est bizarre. 2 buts à Leipzig, une passe décisive à Bordeaux. Donc, il tient peut-être un truc. C'est plutôt intéressant. Pour le reste, Marquinhos, il n'avait pas trop le choix, parce que Diallo a le Covid, Kimpembe est blessé. Les latéraux, Bernat, il faut le relancer progressivement. C'est encore un peu dur, Bernat. Physiquement, on sent que rien que sur les duels, il lui manque toujours 1 ou 2 secondes de vivacité sur chaque action.
Devant, bon, j'en parlerai plus tard, Draxler. Je pense qu'on va pas trop l'aborder tout de suite. Neymar, Mbappé qui ont fait surtout Neymar qui a fait un très bon match. Moi, je vais dire la vérité, je n'ai pas vu les 10 dernières minutes parce que je suis parti avant. Pour moi, c'était plié. En fait, j'avais un truc après. Et au final, ça change pas trop mon regard sur le match. Paris a fait le boulot en menant 3-0. Après, c'est toujours pas convaincant, c'est toujours pas brillant dans le jeu. Il y a toujours pas de philosophie. Quand on regarde Manchester City le lendemain, faut se mouiller la nuque, hein, parce qu'on va les jouer dans 10-15 jours et c'est pas le même sport, donc c'est un peu compliqué. Mais globalement, le travail est fait. Et pour revenir sur ta question de base sur la compo, très peu d'enseignements. Pour moi, le seul enseignement, encore une fois, c'est Wijnaldum qui semble avoir un nouveau registre dans cette équipe, qui semble peut-être s'être retrouvé, du moins un poste. Et ça, c'est peut-être la chose la plus intéressante à relever de ce match, avec la confirmation que Neymar va un peu mieux aussi. Ok Clément, un peu la même question. Nico, je viens vers toi. Comme l'a dit Clément, il y a peut-être pas beaucoup de choix à faire étant donné le nombre des absents. Alors il a fait un choix, lui, il a laissé Angel Di Maria sur le banc pour Draxler et il a aussi laissé Gana Gueye et Danilo sur le banc pour faire entrer le jeune Dina Ebimbe et un Kerrer, comme l'a dit Clément, associé à Marquinhos en l'absence de Kimpembe blessé et de Diallo qui aurait pu profiter de cette blessure pour se relancer, mais malheureusement qui a eu le Covid, Nico. Ouais, après, c'est intéressant ce que dit Clément, mais une composition d'équipe, ça te donne aussi quand même au niveau du choix des hommes un petit peu une idée d'où tu veux venir. Si tu alignes des joueurs qui sont capables de manier le ballon, tu n'auras forcément pas le même visage qu'une équipe avec des gars, des Danilo par exemple. Donc je trouve quand même que la composition d'équipe, déjà au départ, le choix des hommes, il est important. Moi, cette compo-là, elle m'a un petit peu surprise. Voir Di Maria sur le banc, j'avoue, je ne m'attendais pas. Le petit Dina au milieu, c'est pareil, je ne m'attendais pas du tout pour le coup à le voir titulaire. Donc plutôt étonné, assez positivement d'ailleurs, parce que je trouve que c'est bien, après un match de Ligue des Champions, de faire un petit peu de rotation. Et en soi, j'ai trouvé que c'était une compo plutôt intéressante, même s'il est limité sur d'autres postes, évidemment. Après, sur le match, écoute, moi j'ai passé une bonne soirée, en tout cas, je me suis moins embêté que les dernières fois, on va dire. Même si l'entame était un petit peu pénible. J'ai trouvé que c'était un match assez animé. Et donc, on rentrera un peu plus en détail après. Et puis je vais rassurer Clément. Le match contre City, c'est dans 15 jours. Il y a un mois, on nous annonçait déjà que c'était pas le même sport et que City allait manger tout cru le PSG. On a vu le résultat. Donc, tout va bien se passer, Clément, promis. Ouais. Sur Di Maria, je pense que c'est un choix. Tu dis, je suis pas sûr que ce soit un choix. C'est un choix, je pense que par rapport à la sélection aussi. Je pense qu'il sait que Di Maria va enchaîner beaucoup de matchs et physiquement, ça va être un peu compliqué. Donc, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il mette Draxler à la place de Di Maria si c'est pas physiquement. Bon, pour le reste, faire un hold-up une fois, pourquoi pas. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire 2 ou 3 fois. Donc, on verra. Ah, tu fais référence au match de City. Yacine, ils viennent d'en parler du match de l'après-match face à City. C'était une défaite à Rennes et il me semble que Pochettino n'avait pas fait beaucoup de changements. Cette fois-ci, il a décidé de faire tourner et il semblerait qu'il était même écouté. On en reparlera tout à l'heure du jeune junior Dina Ebimbe, mais c'est vrai qu'on a été un peu surpris par sa présence, Yacine, sans trop développer. Hein. On va plus parler de la composition, mais Pochettino écoute le podcast, Yacine. Ouais, on a été surpris parce que ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué. Donc, effectivement, c'est surprenant que ça arrive comme ça d'un coup. Après, la compo, moi, je vais rejoindre Nico. C'est-à-dire que, de toute façon, la compo 1, moi, je discute pas souvent sur le départ parce que tu sais jamais réellement ce que veut mettre en place le coach. Par contre, effectivement, quand tu vois la compo, tu sais où tu penses savoir où il veut aller. Moins tu as de joueurs de ballon au milieu, plus tu te dis que ça va être une équipe pour d'abord bien défendre, etc. Voilà, après, tu as un premier, un quart d'heure, 20 minutes, quand même pas terrible, où Bordeaux, alors, ils sont pas forcément très dangereux, parce que c'est quand même très faible, mais ils posent des problèmes, parce que Paris rentre pas dans son match, parce que Paris est pas en place, parce que ça défend pas en avançant, parce que voilà. Après, tu prends un peu le dessus parce que tu as Neymar qui vient un peu organiser tout ça. Et voilà, après, tu es plutôt efficace dans la première période. Par contre, en deuxième, tu dois tuer le match. Donc
enfin, tuer le match. Il y a 3-0, mais je veux dire, tu peux mener 4-5, il n'y aura pas grand-chose à dire. Et après, on va reparler du coaching, parce que moi, je pense que c'est là que ça se joue. Sur l'attitude globale de l'équipe. Parce que tu n'es pas en danger jusqu'à la 75e. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, il y a le feu. Tu ressors plus en ballon, tu recules, tu prends 2 buts. Et je pense qu'il valait mieux qu'ils marquent le deuxième à la 82e comme ils ont fait. Parce que s'ils le marquent à la 88e, je suis pas persuadé que tu gardes les 3 points. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet avec le match en lui-même. Et cette première heure, Clément, où le PSG mène 3-0 à la 63e minute. Une première mi-temps, alors après, peut-être pas 20 minutes, je dirais peut-être plus 10-15 minutes, un peu difficile en entrée de match, Clément, où les Bordelais ont mis un petit peu d'intensité. Et le PSG, comme d'habitude, a eu du mal à rentrer dans son match. Par contre, ensuite, une fois qu'ils ont mis le pied sur le ballon, il y a eu une totale maîtrise du Paris Saint-Germain. Et encore une fois, un grand Neymar qui enchaîne les bonnes prestations. Donc aujourd'hui, hier, il a fait quasiment, avant-hier, pardon. Nous sommes lundi, il fait quasiment 1 heure de très bonne prestation d'1 heure. Ensuite, c'est normal, il baisse un peu physiquement, mais je pense comme un peu l'ensemble de l'équipe. Qu'est-ce que tu as pensé toi, de ces 60 minutes où le PSG était plutôt en maîtrise, Clément? Alors déjà, Yacine a raison de rappeler le début du match, toi aussi Mousse, parce que ça devient quand même un problème assez inhérent au PSG ces temps-ci. On se souvient du début de match à Leipzig qui est catastrophique aussi. Faut pas que ça devienne une mauvaise habitude. On avait eu aussi un début de deuxième mi-temps, je sais plus contre qui, il me semble que c'était contre Leipzig au Parc, assez catastrophique. Deuxième mi-temps, il y en a eu plein. Ouais. C'est quand même 13 journées, 13 débuts de match. Ouais, on se tire des balles dans le pied tout seul. Je sais pas à quoi c'est lié. C'est vrai qu'on défend assez bas. Ça presse pas trop. Alors, je sais pas. Je pense que peut-être dans le discours, il y a un souci dans l'appréhension des débuts de période. Là, on n'a pas été sanctionné, donc c'est tant mieux pour nous. Mais c'est quand même assez compliqué. Faut pas que ça devienne une triste habitude. Pour le reste, il y a forcément, quand ton leader technique, quand ton meilleur joueur technique, qui est Neymar, parce qu'on peut parler d'Mbappé, etc. Bon, là, Messi, ça fait 3 mois qu'il est là, mais depuis ces dernières années, ton leader technique, ton meilleur joueur de football est à ce niveau-là. Forcément, le jeu est transformé et on l'a vu pas que ces temps-ci, même ces dernières saisons, quand Neymar est à ce niveau-là, quand il joue simple, quand il trouve des espaces, quand il trouve des ouvertures, quand il tente sa chance et qu'il fait pas 3 crochets de trop, le PSG a un autre visage devant. Je saurais même pas, c'est pas deux équipes, c'est pas les deux mêmes équipes en fait. Je saurais même pas expliquer pourquoi Neymar est à ce niveau-là aujourd'hui et pourquoi il y a un mois il voulait prendre des cartons, il cherchait la merde, il jouait pas précis, pas simple. Je sais pas pourquoi, mais tant mieux, profitons parce que ça peut vite rebasculer dans l'autre sens. J'ai pas envie de m'emballer. On a trop vécu de moments galères avec Neymar où il se blesse, où il a un pépin, où il a un problème personnel pour pouvoir s'emballer et dire que ça va rester comme ça longtemps. Mais tant mieux, profitons. Moi, j'adore ce joueur quand il est comme ça. J'adore voir ce Neymar. Pour moi, c'est de loin notre meilleur joueur de football. J'espère que ça va durer. Et donc, ça s'est ressenti sur l'équipe. Directement, il a trouvé des espaces. Il s'est libéré. Il a été décisif. Son duo avec Mbappé, quand Neymar est à ce niveau-là, forcément, il ressort. Il est brillant. Et ça a permis à l'équipe de faire la différence et je pense qu'après ça s'est enchaîné, le reste a suivi. Je pense que si Neymar n'avait pas été à ce niveau, on aurait pu revivre un match galère parce que pour le coup derrière ça n'a pas non plus été flamboyant, le reste de l'équipe n'a pas non plus été on reviendra sur Draxler, Herrera était à son niveau, Wijnaldum est un peu mieux, mais rien de flamboyant à part la différence offensive qu'ont fait Neymar et Mbappé. Donc touchons du bois, espérons que ça reste à ce niveau-là. Mais moi, je ne m'emballerai pas pour autant. Ok, Clément, très bien. Nico, pareil, tu as dit tout à l'heure, on discutait avant l'enregistrement du podcast que tu avais trouvé plutôt l'ensemble du match plutôt plaisant. Tu t'étais pas trop ennuyé pour une fois. Pareil, Neymar aussi, comme l'a dit Clément, j'en arrête aussi sur Neymar, Nico, plutôt une bonne heure, un bon match. Il monte en puissance, l'ami Neymar, et il a été très utile notamment pour ressortir des ballons. Il n'a pas hésité à redescendre aussi pour chercher les ballons. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, Nicolas? Et puis tu peux aussi parler de la première heure en général, hein, pas de souci. C'est gentil, Mousse. Je t'en prie. Neymar, il est mieux, c'est sûr. Déjà depuis le match contre Lille, on retrouve un Neymar
un peu plus juste dans ses choix. On sent qu'il est mieux physiquement. Il est plus décisif également. Tout ça, on sent qu'il y a une vraie montée en puissance et c'est une bonne chose. Après, comme dit Clément, on va pas s'enflammer d'abord sur le PSG et encore moins sur Neymar. Ce qu'il fait là, ça devrait être un standard. Voilà, on devrait voir un Neymar. C'est une base. Voilà, c'est le service minimum pour lui ce qu'il fait sur un match comme ça. Quand il joue, comme le dit bien Clément, quand il joue simple, quand il décroche, quand il essaie d'orienter le jeu, quand il n'essaye pas d'aller provoquer sans cesse, on voit que ça fluidifie toute l'équipe et il fait vraiment un bon match avec en plus 2 buts en prime. Donc tu peux difficilement critiquer sur ce genre de prestations, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça y est, ça va retourner ses vestes sur Neymar, et on va voir, on va rigoler. Mais en fait, c'est les critiques qu'on peut émettre sur lui, je pense qu'elles sont justifiées parce qu'encore une fois, la prestation de Neymar à Bordeaux, moi je veux pas voir des matchs avec moins de choses que ça, parce que c'est un strict minimum. Il fait pas un match monstrueux en plus, hein. Il est juste à un niveau au-dessus des autres parce que c'est un joueur d'exception et que on attend de lui d'avoir ce genre de prestations sur 6 mois dans les gros matchs. Voilà, qui me montre ce genre de prestations jusqu'à la fin de la saison, et puis je serai le premier à faire amende honorable sur les critiques que j'ai pu émettre sur lui. Après, sur l'équipe de manière un peu plus globale, c'est vrai que quand on oublie cette entame de match, on va dire une vingtaine de minutes, où les joueurs sont clairement à l'arrêt, il n'y a pas d'intensité, et tu te fais rentrer dedans normalement par une équipe qui court, tout simplement. Alors, Bordeaux n'est pas très brillant, donc du coup c'est pas dangereux, mais tu te mets en difficulté quand même malgré tout. Et puis le dernier quart d'heure où il y a une perte totale du fil du match et on recule, on fait n'importe quoi. J'ai trouvé qu'entre les deux, c'était pas si mal que ça. Bon, c'est loin d'être parfait évidemment, hein, notamment le jeu sur les côtés inexistant, mais voilà, j'ai revu quelques combinaisons, j'ai vu des replacements intéressants, j'ai vu des joueurs qui se projetaient un petit peu, j'ai retrouvé un peu de vie dans cette équipe, et c'est pour ça que je te disais que j'avais passé un match plutôt sympa. Voilà, j'ai vu une équipe vivante au moins qui dégageait quelque chose. Il y a beaucoup de travail, c'est évident, mais je trouve que c'est un des meilleurs matchs en championnat de la saison. C'est un peu dramatique de dire ça, mais à part le match contre Clermont qui avait été un peu assez abouti au niveau collectif, j'ai quasiment l'impression que c'est le meilleur match collectif du PSG depuis le début de saison en championnat. Donc déjà, j'espère que c'est le cas et que tout le monde a vu comme moi. Et puis j'espère surtout que ça va être prometteur et que ça va appeler d'autres rencontres avec du progrès dans tous les secteurs du jeu. Est-ce que tu es d'accord avec Nicolas Yacine sur le match où il explique que c'est peut-être la meilleure partie du PSG depuis le début de saison et notamment collectivement? Ce qu'on a pu d'ailleurs voir au moins sur le but c'est le deuxième but qui est magnifique. Ça vient du côté gauche, Bernat qui sert Neymar et puis ensuite Neymar qui fait un 1-2, une magnifique remise, une petite talonnade d'Mbappé pour le but. Ça laisse quelques espoirs, Yacine. Nous qui avons été quand même très très durs avec l'ami Neymar. Non, sur Neymar, oui, mais après sur Neymar, on en a parlé la semaine dernière, donc voilà, on va dire que c'est dans la continuité. Oui, il est mieux. Oui, on voit plus ses yeux. C'est donc, je suis désolé pour les défenseurs absolus de l'histoire il n'avait pas du poids en trop, mais on voit ses yeux, donc je pense que malgré tout, c'est un signe. Voilà, après, effectivement, quand il est simple comme ça, il y a deux choses. En fait, on a déjà vu le Neymar qui descend plus bas pour organiser, notamment quand il n'y a pas Verratti, parce que les ballons ont plus de mal à arriver. Mais dans ces moments-là, il avait tendance à garder le ballon. Là, il vient organiser il redescend pour toucher des ballons, mais pas pour lui-même. Il redescend pour organiser, pour donner de la fluidité, de la continuité au jeu. Donc, évidemment que c'est pas pareil. Et je rejoins Nico. Oui, c'est le Neymar qu'on devrait voir en fait de base. Alors que ça devrait être son plus mauvais match entre guillemets. Voilà, mais après, c'est comme ça. C'est très bien qu'il monte en puissance. C'est très bien qu'il soit mieux. Voilà. Après, collectivement, je suis d'accord avec Nico. Après, le truc, c'est que quand on fait l'analyse des 20 premières minutes et du dernier quart d'heure, ça fait quand même 35 minutes de match où tu es en difficulté. Ça fait donc plus d'un tiers. C'est quand même beaucoup pour une équipe dont on dit là maintenant qu'ils ont maîtrisé leur match. Et c'est quand même un problème. Paris n'est pas capable, d'attaquer ses matchs comme il faut, mais en plus de mener 3-0 et de garder cette sérénité pour donner une impression de maîtrise globale sur tout le match. Voilà.
ça fait 35 minutes quand même où tu es en galère. Et moi, je trouve que c'est malgré tout problématique parce que finalement, quand on analyse tous les matchs du PSG depuis le début de saison, on a à peu près tout le temps cette durée, on va dire, entre 35 et 45. C'est-à-dire que tu as une mi-temps qui est bonne, une mi-temps qui n'est pas bonne. Tu as un début de match qui est intéressant, puis rien, et puis une réaction quand tu es mené. Donc en fait, tu n'as jamais de maîtrise globale sur tout un match. Et malgré tout, on est quand même le 8 novembre. Paris a joué plus de 15 matchs depuis le début de l'année. Bon, moi je veux bien hein, le temps, etc., les internationaux, bon, mais malgré tout, 15 matchs et 8 novembre, ça commence à faire beaucoup. Donc si tu n'as pas cette maîtrise plus longtemps, bon, il y a quand même des interrogations à se poser parce que c'est pas normal parce que je rappelle en plus que c'était que Bordeaux. Bordeaux qui est 16e de Ligue 1. Bordeaux qui a plus de 50% de ses matchs, c'est des matchs nuls. Donc, bon voilà, c'était pas Lyon, c'était pas Marseille, Monaco, enfin les Nice, c'était que Bordeaux, quoi. Donc, quand tu dis match nul, tu veux dire pourri ou Non, mais les deux, mais au score, ils ont pris qu'un point sur la moitié des matchs. Il y a une stat aussi qui est intéressante, messieurs. Je voulais vous interroger tous les trois, juste sur ce match, mais ça arrive souvent depuis le début de saison, c'est le nombre de tirs concédés. Alors, pas forcément cadrés, mais hier, par exemple, le PSG a subi 17 tirs de Bordeaux, et je crois que le PSG en a mis 9 ou un peu moins d'une dizaine. Et Bordeaux a mis plus de tirs cadrés que le PSG. Et ça, c'est assez récurrent cette saison. Vas-y. Là-dessus, la stat aussi en Ligue des Champions, Paris fait partie des 4 plus mauvaises équipes, enfin des 4 équipes qui subissent le plus de tirs sur les 32 qui sont en phase de poule. C'est pas anodin, parce que ça veut dire que les joueurs en face se trouvent dans des positions de tir. Ça veut dire aussi que tu es plutôt dominé. Après, évidemment, on peut toujours me dire, attention, il y a tir et tir, si c'est pour tirer à 5 mètres au-dessus du but, etc. Mais malgré tout, ça veut dire que les joueurs adverses trouvent beaucoup de positions de tir. Ça veut dire aussi qu'ils attaquent beaucoup contre toi. Après, effectivement, je dis pas que tout n'est pas cadré, c'est pas le tir en 1 contre 1 face à Navas ou Donnarumma où tu vas finir. Mais malgré tout, tu peux te poser des questions justement sur la façon de défendre. Et tout à l'heure, Clément a parlé de la défense en disant ils n'ont pas tous été bien, etc. C'est vrai. Mais de toute façon, dans cette équipe, il y a un problème de bloc équipe. Il y a un problème de bloc équipe dans le sens où on ne sait pas si il y a des joueurs devant. Alors déjà, il y en a certains qui ne défendent pas, mais même sans ça, on ne sait pas qui veut défendre en avançant et jouer haut et qui veut défendre dans sa surface. Tu as l'impression que chacun a un peu peur. Il y en a un qui recule, l'autre il avance, du coup tu as des trous. Les milieux de terrain, on ne sait pas trop. Des fois ils vont presser et derrière ça ne suit pas. Des fois ils reculent. Donc entre eux et la ligne offensive, tu as 35 mètres. Mais c'est pas possible. J'avais montré dans la Minute Coach je crois que c'est contre Leipzig, où à un moment donné, on ne voit pas les attaquants pendant plus de 15 secondes dans le cadre de l'image. Et suite à ça, j'ai vu sur Twitter passer un truc où il montrait justement cette action encore, et les autres équipes comme Liverpool, City, etc. Et en fait, alors ok, je sais, bon, c'est bon, on choisit chacun les images qu'on veut, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf que globalement, ces équipes-là, elles défendent ensemble. C'est-à-dire que dans le cadre de l'image, tu as un vrai bloc équipe, tu as au moins 9 ou 10 joueurs dans l'image. Voilà. Alors peut-être pas les 11, mais en tout cas, tu en as 9 ou 10. Et je trouve que ça, c'est vraiment significatif de ce que propose le PSG, défensivement surtout, à savoir qui veut faire quoi. Voilà. Et moi, je rejoins, et j'en avais parlé quand j'avais parlé de l'équipe de France au Club des 5. En fait, pour moi, le PSG ressemble beaucoup à l'équipe de France dans cette idée de jeu de différence individuelle, mais dans cette idée de jeu où tu as l'impression qu'il y a une différence de compréhension entre ceux qui disent nous on veut jouer, moi j'en avais parlé en équipe de France pour Pogba, etc., qui disent nous on veut aller jouer au foot, Benzema et compagnie, et une autre partie comme Varane, comme Pavard, qui eux préfèrent être plus bas, d'abord costaud et solide, et du coup tu as cette différence de bloc. Et je pense que le PSG ressemble beaucoup à ça, où j'ai pas l'impression que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Je pense que ça explique aussi ce côté bloc équipe que tu dis. Ça explique le nombre de tirs concédés. Pour moi, c'est la principale explication. Parce que quand on regarde le PSG, comme tu l'as dit, on ne sait pas comment on va défendre en fait. On ne sait pas comment cette équipe va défendre. Il y a des Clément, est-ce que je te laisse rebondir là-dessus, mais est-ce que aussi c'est pas dû au manque de stabilité de la défense? C'est jamais la même défense, c'est jamais les mêmes milieux.
Et c'est jamais le même gardien. Est-ce que ça peut avoir un lien de cause à effet, ça? Moi, je pense pas. Je pense qu'on a quasiment joué tous nos matchs avec Marquinhos, Kimpembe. En milieu, vu que Verratti est là à 2 mois dans la saison et Paredes, on l'a pas vu depuis je ne sais pas combien de temps. Au final, on a souvent vu les mêmes associations. Je suis désolé, Clément. Marquinhos, Kimpembe et Gay Herrera, on les a souvent vus quand même en milieu de terrain. Oui, mais là, je te parle principalement de la ligne de défense où, au début de saison, c'est Diallo qui joue à gauche avant l'arrivée de Nuno Mendes. Ensuite, tu as Nuno Mendes, tu as un petit peu retour de Bernat. À droite, c'est vrai qu'Hakimi, ça n'a pas souvent bougé. Mais c'est vrai qu'entre la ligne de défense, le gardien et le milieu, on ne peut pas dire qu'il y a une stabilité. Même pour moi, la ligne de défense, globalement, c'est quand même souvent Marquinhos, Kimpembe et Hakimi. À gauche, tu as raison, ça a un peu bougé, mais malgré tout, depuis un certain temps, Mendes, il joue quand même la majorité des matchs. Moi, franchement, je pense que ça ne joue pas sur le nombre de tirs concédés. Ça joue peut-être sur certaines approximations dans les placements, etc. Dans le nombre de tirs concédés, je pense que c'est vraiment une notion d'attitude défensive collective et de bloc équipe. Après, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Yacine sur le côté 35 minutes quand même, plus d'un tiers du match où t'es pas serein. Et c'est un peu ce que je dénonçais tout à l'heure quand je débriefais un peu l'ensemble du match où je te disais que finalement, j'avais pas non plus été yeux grands ouverts devant ce PSG. C'est qu'en fait, ce PSG-là, on l'attend quand ? On l'attend en février, en mars, etc. Et en général, ou du moins, on avait été habitué les premières années de QSI à profiter de cette première partie de saison pour mettre en place certaines idées, certains styles de jeu, certains repères dans le jeu. Or là, nos matchs de Ligue des Champions, nos grands rendez-vous, on les gagne comment ? On les gagne soit en exploit individuel, soit en, comment on peut appeler ça, solidarité, combativité. On se souvient du match au Parc contre City où vraiment c'est à l'agnac et au combat qu'on gagne ce match. Franchement, le match contre Leipzig, le premier, on peut dire la même chose. Et au final, le Bayern de la saison dernière aussi. Ouais, le Bayern, exactement, c'est la même chose. Et au final, on profite pas de cette première partie de saison, des matchs contre Bordeaux, contre tous les adversaires de Ligue 1, pour mettre en place certaines idées. J'ai l'impression qu'en fait, on perd du temps là. On perd du temps où on gagne nos rencontres. Là, on domine globalement, on mène 3-0, mais on gagne nos rencontres un peu à l'arrache, un peu sur des exploits individuels. On gagne contre Lyon à la dernière minute, contre Angers pareil, etc. Et en fait, on perd du temps et on n'arrive pas à mettre en place des idées, alors que nos adversaires européens, parce que c'est ça, c'est eux nos vrais adversaires, c'est pas Lyon, c'est pas Marseille, c'est pas machin. Et ben eux, quand on les regarde jouer, et ça y est, c'est parti, la mécanique est enclenchée, etc. Nous, on perd du temps et c'est ça, moi, qui me dérange beaucoup. Alors, il y a eu du mieux, hein, Nico a raison, on a vu 2-3 trucs intéressants contre Bordeaux, Neymar va mieux, etc. Mais on n'a pas de philosophie et moi, j'ai peur que quand on va se retrouver en Ligue des Champions, et ben on retombe dans ce côté combativité, guerrier, solidarité, pour devoir aller chercher nos qualifs et nos victoires, parce qu'on a trop de temps fait, parce qu'on, comme le dit Yacine, on joue avec plus d'un tiers du match en subissant, en étant assez fébrile. Et moi, c'est ça que je déplore le plus, c'est que Pochettino, plus les journées passent, et il n'y a toujours pas de fond de jeu, il n'y a toujours pas d'idée. Moi, ça me dérange beaucoup, ça. Je fais une petite passe à Nico, qui a été très patient, qui a attendu sagement son tour après les longues tirades de Yacine et Clément. J'ai essayé de faire un petit peu plus court quand même. Hein. Non, mais j'ai fait comme Draxler, toi, j'étais invisible. Tu t'es endormi. C'est ça. Nico, pareil, hein, sur les nombres de tirs subis, sur le nombre de buts aussi pris par le PSG en ce début de saison. Est-ce que c'est problématique ? Est-ce que c'est inquiétant et pourquoi pour toi, d'où ça vient ? Oui, c'est problématique, quelle que soit ta saison, quelle que soit ton équipe, concéder autant de tirs, c'est évidemment un problème qu'il faut régler, c'est pas possible. Je pense que Clément et Yacine ont tous les deux raison quelque part. Déjà, la première chose, à mon avis, et je parle sous contrôle du coach qui est avec nous, mais c'est difficile de faire travailler un bloc équipe avec une formation qui change. Je crois qu'on en a 98 ou 99 formations différentes consécutives. Ah, vous n'avez pas totalement tort. Non, mais voilà, encore une fois, moi je suis pas entraîneur, je ne gère pas des gamins ou des plus grands, donc j'ai une petite expérience sur le terrain, mais pas du tout de coach. Mais c'est évident que travailler un bloc équipe, travailler des placements, des courses défensives, des compensations, ça demande quand même un minimum d'automatisme également. Et que quand tu changes tout le temps ton équipe, je pense que c'est quand même aussi quelque part un frein. Ça n'explique pas tout, mais c'est quand même quelque chose. Et après, au-delà de ça, moi je pense que malgré tout, l'explication elle est beaucoup plus simpliste que tout ça.
c'est que le PSG est une équipe qui défend à 7. Voilà, point. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Demain, tu prends Liverpool et tu retires les 3 de devant dans toutes les phases défensives. Je suis pas sûr que Liverpool soit solide défensivement. Tu demandes à tous les attaquants du Bayern de plus défendre ou à ceux de City et on verra si ce sont des équipes aussi solides. Je pense que le problème du PSG, il est juste là. Enfin, pas que juste là, mais le principal problème, il est là. Quand tu attaques avec 3 joueurs, comme on voit souvent, c'est difficile. Mais quand tu défends à 7, ça l'est encore plus. Et le jour où le PSG, comme par hasard, rend des clean sheets ou fait des gros matchs défensifs, c'est sur un match comme par exemple City, où tu as une implication qui va au-delà de ce que l'on voit d'habitude et qui permet de compenser, et tu n'as pas ces déséquilibres défensifs. Pour moi, il est juste là. Après, je termine juste avec une petite parenthèse sur ce que dit Clément sur l'absence d'identité de jeu du PSG qui est inquiétante. Alors, plus que l'identité, moi je pense que on voit pas trop où le PSG veut aller. Ça, c'est inquiétant. Voilà, on a l'impression que c'est une équipe qui navigue à vue. Après, ne pas avoir une identité forte dans le jeu, je suis pas sûr que ce soit si pénalisant que ça, parce que les équipes avec une forte identité de jeu qui ont brillé ces dernières années sur le plan international ou sur le plan de la Ligue des Champions, il n'y en a pas tant que ça. Des Espagnes 2010-2012, ça sort pas tout le temps. Et regarde, la France de 2018, championne du monde, elle a pas une culture de jeu extraordinaire. Voilà, c'est juste, elle a une idée claire, c'est-à-dire un gros bloc, et puis devant, on compte sur 2-3 exploits, et à l'arrivée, ça gagne. Voilà, donc je suis pas sûr que le dogmatisme soit aujourd'hui la meilleure solution pour tout rafler. Et par rapport à ça, je suis pas inquiet plus que ça en tout cas. Ok, merci Nico. Je voulais juste un mot sur Ander Herrera avant qu'on parle de vos coups de cœur et coups de gueule, qui a joué plus bas que d'habitude, Yacine, face à Bordeaux, qui délivre d'ailleurs une super passe qui amène au but de Mbappé, la super passe en profondeur pour Wijnaldum. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Herrera après ses petits soucis extrasportifs? Hier, samedi soir, il était titulaire. Il a fait plutôt une bonne prestation, Yacine. Pourquoi tu rigoles? C'est ces soucis extrasportifs qui te font rire, c'est ça? Oh non, même pas. C'est que je pense que moi, je reviens toujours sur ce que je dis. Herrera, alors, il est quand même capable de donner des très bons ballons et on l'a vu régulièrement. Après, pour moi, c'est trop peu dans la durée d'un match. Alors, effectivement, il donne le ballon à Wijnaldum. Ça fait but. L'action est plutôt bien jouée, etc. Et t'envoies Wijnaldum au duel. Donc, ça marque les esprits. Mais moi, je vous dis, Herrera, il faut le suivre 90 minutes. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que le nombre de passes où il tente rien, c'est hallucinant. Le nombre de fois où il commande les autres et lui, il se place mal, c'est hallucinant. Voilà. Maintenant, en fait, nous, on en est réduit à être content qu'un joueur soit un bon soldat, qui soit là 9 matchs sur 10, parce qu'il a été absent à cause de ses problèmes, mais ce n'est pas des blessures. Parce qu'il a été blessé la première année, il n'a pratiquement pas joué. Donc là, il n'est plus blessé. Voilà, on est content d'avoir des soldats. Ok, pourquoi pas, moi je veux bien, mais il y a trop de lacunes dans son jeu, dans le jeu vers l'avant, etc. Et ce qui m'énerve le plus, vraiment, c'est qu'à la limite, si il était vraiment pas capable de le faire, tu vois, tu te fais une raison, tu te dis, de toute façon, le mec, il est limité, il va mettre des tacles, il va courir, et puis voilà. Mais en fait, le truc, c'est que, rappelez-vous l'année dernière, par exemple, à Metz, où c'est lui qui lance Mbappé, hier, où il lance Wijnaldum, enfin samedi, donc il est capable de le faire. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il ne le fait pas plus souvent. Et franchement, moi, j'ai plein de séquences. Alors évidemment, je ne peux pas les mettre parce que sinon, c'est plus des minutes coach, c'est des journées qu'il va y avoir. Mais en fait, il y a plein de situations où il pourrait jouer vers l'avant. Et je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas plus souvent. Est-ce qu'il a peur de perdre le ballon? Est-ce qu'il y a des consignes qui mettent une pression en disant surtout pas perdre le ballon et donc les mecs ne prennent pas de risques? Et quand on va parler du coaching, il faudra parler des consignes. Parce que je pense que les consignes, elles ont un réel impact sur ce qui est en train de se passer avec ce PSG. Nico? Sur Herrera? Tu veux dire un mot sur Herrera? Ouais, si tu veux. Non, c'est un joueur de devoir, mais c'est un petit... Je trouve qu'Herrera, c'est le genre de milieu de terrain qui symbolise parfaitement le PSG actuel, à savoir que c'est un joueur qui, techniquement, n'est pas honteux en soi. Voilà, pour le coup, même, je pense qu'il a même plutôt une bonne technique. Après, c'est le genre de joueur qui te permettent pas de casser beaucoup de lignes, d'avancer avec le ballon. C'est pas un joueur qui percute énormément.
il est difficilement critiquable sur son investissement sur le terrain. C'est quelqu'un qui compte pas ses efforts, mais c'est un peu ce profil de milieu au PSG qui t'apporte pas la plus-value dont tu as besoin. Et quand on dit que le jeu du PSG aujourd'hui se résume au seul Verratti quand il est présent, bah voilà, Herrera c'est un petit peu le symbole de ça. C'est que c'est un joueur capable de quelques coups d'éclat sur des passes, mais comme le dit Yacine, c'est trop peu souvent. Et puis c'est pas le genre de milieu, je pense, dont le PSG a besoin en ce moment. Enfin, Herrera fera toujours du mal dans un collectif, mais t'as besoin d'autres profils pour faire avancer ton équipe. Et Herrera, il te fait pas beaucoup avancer, quoi. Donc c'est un peu problématique quand Verratti n'est pas là. Mais de toute façon, le milieu du PSG aujourd'hui ne se résume qu'à Verratti pour créer du football. Et voilà, c'est un des gros problèmes du PSG. Et ça, pour le coup, Pochettino, malheureusement, on peut lui faire plein de critiques, mais là-dessus, on peut difficilement lui reprocher de ne pas avoir de joueurs d'un profil plus technique, plus créateur. En tout cas, Herrera rentre pas là-dedans. Moi, j'aime bien malgré tout ce joueur. Hein. Je trouve que c'est comme le dit, c'est un Clément, Clément, j'ai vu ta moustache frétiller quand je t'entendais écouter les critiques de Nico et Yacine sur ton ami Herrera. Je sais que tu aimes beaucoup ce joueur. On dirait que tu n'es pas trop d'accord avec mes deux camarades. En fait, j'ai rigolé parce qu'il m'a fait rire, Nico, avec son expression, c'est un joueur de devoir. Ça veut dire beaucoup, quand même. ça m'a fait pas mal rire. Non, en fait, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je suis d'accord pour dire que c'est pas Xavi. Ça, on est tous d'accord. Voilà, vous savez, avant qu'il arrive, et faut aussi le juger à son vrai niveau. Hein. Je suis d'accord sur le constat et on va pas le répéter, c'est un joueur investi, il se bagarre, c'est un combattant, il est sérieux, etc. Malgré tout, Yacine l'a dit, c'est un mec qui est très souvent décisif en termes de passes, il a aussi marqué quelques buts cette saison. Donc c'est à noter, c'est un mec décisif. Certes, moi je l'ai vu au parc, il y a un match, il m'a beaucoup agacé, je sais plus c'était lequel, mais où il se plaçait n'importe comment. Ça lui arrive, il a des soucis de placement. Et si on fait le bilan d'Herrera, si on analyse froidement les choses, bah, c'est un mec qui est tout le temps là. C'est un mec, c'est ton milieu phare quand tu vas en finale de Ligue des Champions, le Final 8. C'est lui qui est tout le temps là, c'est lui qui est le meilleur contre le Bayern en finale. Alors oui, c'est pas Xavi, c'est pas Iniesta, mais c'est un mec qui dans les gros matchs, il répond toujours présent. J'ai jamais vu Herrera mauvais dans un gros match. Alors là, j'invite Yacine à me sortir un match de Ligue des Champions où Herrera est mauvais. Je crois qu'il n'y en a pas. Ou alors en phase finale. Ne le cherche pas trop non plus. Hein. Non, il va aller nous faire un montage en 5 minutes. Il va te clouer le bec direct. Mais il peut me faire un montage, mais c'est son avis. Moi, je ne serais pas d'accord en tout cas. Dans sa qualité de passe, je suis d'accord sur le fait qu'il parfois il revient en arrière débilement, j'ai envie de dire, alors qu'il a une très bonne qualité de passe. C'est l'un de nos milieux qui fait le plus de passes en profondeur, d'ouverture. Il peut le faire. On sent qu'il a joué à Manchester pour le coup et en Angleterre, où là ça joue assez vertical et assez plus rapide. Il aime pas trop. C'est pas le genre de joueur qui se focalise que sur les passes courtes et en retrait. Pourtant, il le fait encore trop à mon goût, et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, je trouve que malgré tout, dans son apport, si on fait le bilan, il est plutôt intéressant. Je le mettrai pas dans la catégorie des joueurs un peu banal, qui joue pour jouer et tout. Non, je trouve qu'il a un vrai apport dans ce PSG. C'est pas Verratti. Pour moi, c'est même pas Paredes. Je trouve que Paredes est au-dessus. Mais dans l'état actuel des choses, où on a trop de joueurs pas fiables, à savoir Verratti, Paredes, qui nous lâchent trop souvent dans des moments clés, et ben Herrera, il a plus qu'un rôle de second couteau à jouer dans cette équipe. Bah, moi, perso, je trouvais que le meilleur milieu de terrain depuis le début de saison, c'est celui qui avait été proposé contre City avec Gay, Herrera et Verratti. Donc, je trouve que voilà, si tu veux un vrai milieu de terrain à 3, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, je pense qu'on n'aura pas mieux. Bah, bon, après, ça, ce n'est que mon avis. Avant de passer au coup de gueule et coup de cœur, juste un mot, Yacine, puisque tu voulais en parler. Et vous direz un mot aussi, Nico et Clément, c'est sur le coaching, alors qui est survenu tôt finalement, ce qu'on réclamait souvent. Alors ça, il l'a fait. Par contre, c'est peut-être pas les bons choix, Yacine, notamment l'entrée de Nuno Mendes et de Danilo, qu'on fait un peu de mal à la fin de match parisienne, et notamment le ballon perdu par Danilo qui amène au premier but bordelais. Alors, essayez de faire pas trop long, parce qu'on a encore les coups de gueule et coups de cœur.
Et je sais que Clément doit partir très bientôt. Alors, je vous demanderai de faire le plus concis possible, messieurs. Yacine, sur le coaching, du coup. Alors, effectivement, il y a eu un premier changement assez tôt. Alors, après, tu mènes 3-0, voilà, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est, encore une fois, le coaching, il y a plein de choses. Il y a le coaching pour donner du temps de jeu parce que tu domines et voilà. Il y a le coaching pour réaménager ton équipe parce que soit tu souffres ou tu es mené, etc. Donc, il y a plein de types de coaching. Mais dans chaque coaching, il y a des messages. Je répète souvent ça et je crois que les gens ne font pas assez attention à ça. Chaque coaching, c'est un message. Pour moi, il y a un symbole du coaching message. C'est le Chelsea PSG 2014, où Marquinhos rentre à la 83e pour faire le 5e défenseur. Paris est dominé. Et Laurent Blanc sort Lucas pour faire rentrer Marquinhos, le mettre en 5e défenseur, alors que Paris n'a jamais joué comme ça de toute l'année. Et en gros, bon, je vous en rajoute un défenseur parce qu'il faut tenir. Voilà. Et finalement, ça finit par craquer. Là, sur Pochettino, on est dans la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le coaching de Leipzig et Lille. On change de système parce qu'on est mené et qu'il faut réagir. Et il y a le coaching de Bordeaux on mène, donc maintenant on va tenir. Et le problème, c'est que quand on voit ce message... On mène, Yacine, et on maîtrise. Voilà. Pourquoi pas avoir fait rentrer Di Maria? Alors peut-être qu'il le conserve pour la sélection argentine qui joue... puisque voilà, peut-être qu'il s'est mis d'accord avec l'Argentine en disant je vais vous mettre Di Maria au chaud. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr. Bon, Di Maria n'avait pas l'air d'apprécier en tout cas d'être au chaud. Mais, donc, pourquoi tu fais pas rentrer Di Maria pour tenir le ballon aussi? Même à la limite, si tu vas aller encore un peu plus loin, Garbi qui n'a pas joué depuis le début de l'année, tu lui donnes 20 minutes en joueur offensif qui va les percuter, mais au moins prendre le ballon et le mettre plus haut. Non, tu fais rentrer Gueye et Danilo. Et tu te dis, on va tenir. Du coup, regardez bien, il y a l'entrée de Danilo, où Paris reste en 4-3-3, et il y a la 85e où il lui dit, recule en 5e défenseur. En gros, bon là, on maîtrise plus rien. Tu sais quoi, va te mettre derrière, on va tenir, mets des têtes sur les centres. Non, mais à un moment donné, c'est juste pas possible. Voilà. Moi, je suis désolé, je répète ce que je dis à chaque podcast. Qu'est-ce qu'il regarde pendant les matchs? À quel moment il se dit, il y a 3-0, il faut que je rajoute deux joueurs plutôt défensifs. Là, maintenant, il faut qu'on tienne. Mais comment tu peux dire ça? Et je vais redire ce que je dis à chaque fois sur la phrase de Bielsa que j'aime beaucoup. Pourquoi je vais faire autre chose que ce que j'ai fait pour mener au score? Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, tu peux, à un moment donné, défendre. Ok, mais tu peux pas faire que défendre en disant, on mène 3-0, tout le monde dans la surface, et puis on verra bien. Mais c'est pas possible. Bordeaux, ils sont inoffensifs jusqu'à ce moment-là. Et là, d'un coup, tu as cette perte de balle. Tu as le but. Et là, derrière, tu comprends pas. Tu te rends compte, tu mènes quand même encore 3-1. Et il y a le feu. Tu n'as plus une sortie de balle. Tu n'as plus une occasion. Tout le monde est dans la surface. Et tu parlais au début de l'émission de l'action du 1-2. Mais elle est tellement symptomatique de je ne sais plus quoi faire. Ah bah oui. Tu as Kehrer et Marquinhos qui se croisent en même temps sur le 1-2. Tellement, plus personne... Ça va trop vite. Mais oui, parce que plus personne ne sait où il doit être positionné. Non, mais c'est hallucinant. Et moi, vous pouvez tout m'expliquer. Les joueurs, ils sont sur le terrain, tout ça. Si, encore une fois, le coaching, les messages, le positionnement, c'est pas le coach, alors je pose pour la dernière fois la question. À quoi il sert si c'est pas lui? Voilà. Écoute, je sais pas. C'est lui qui nous répondra. Nico, sur le coaching. Il y a le coaching et il y a aussi l'état d'esprit des joueurs quand même qui rentre en compte. Et on en a déjà souvent parlé ici. Moi, quand je vois le Bayern, de la première à la 90e minute, ils sont là pour mettre des buts. Ils peuvent gagner 10-0, ils vont le faire, ils s'arrêtent jamais, ils veulent, ils écrasent. Et à l'arrivée, c'est des équipes en fait qui lâchent jamais rien, qui t'étouffent du début à la fin, qui à aucun moment te laissent une chance de respirer, de recroire en quoi que ce soit. Et puis la force du Bayern c'est d'attaquer, donc ils attaquent, ils font pas autre chose. Le PSG, c'est un de ses gros problèmes. À 3-0, alors oui, il y a le coaching de Pochettino. C'est sûr que quand tu fais rentrer Danilo et Gueye en même temps, tu envoies un message assez clair. Mais tu as aussi, je trouve, dans le comportement des joueurs, quelque chose qui n'est pas bon. Parce qu'à 3-0, le match il est plié. Donc, on se dit, c'est bon, on a une petite demi-heure à gérer. Maintenant, c'est bon, on lève le pied, il n'y a plus besoin de se fatiguer. Et on en revient à cette équipe de feignasses qui veut pas se faire mal, qui
a fait le boulot jusqu'à l'heure de jeu et puis qui se dit on a une demi-heure de repos, ça c'est cool parce que avant de partir en avion pour aller jouer avec les sélections, au moins on va pas se crever plus. Donc je crois que c'est aussi un état d'esprit. Tout sur le coaching de Pochettino, pour le coup, c'est pas juste à mon avis. Même si effectivement ce coaching-là, il est dramatique parce que tu sors. Dina et Bimbe est un petit peu blessé visiblement quand il sort, donc pourquoi pas. Draxler, c'est vrai que quand tu vois le match de Draxler, le faire sortir à ce moment-là, c'est pas en soi une hérésie, mais tu fais rentrer 2 joueurs au profil ultra défensif qui en plus sont les deux en plus ils font une entrée catastrophique aussi bien l'un que l'autre. Gay dans le placement, il est jamais où il faut, et puis Danilo, lui, dès que le ballon arrive dans ses pieds, on a l'impression, il y a un jeu, il doit te repasser une espèce de bombe, tu sais, et puis avec un chronomètre. Et puis quand tu l'as au moment où si ça explose, t'as perdu. Et lui, en fait, dès qu'il y a le ballon qui arrive dans ses pieds, on dirait que c'est ça il entend une minuterie, ça le met en panique, il sait plus quoi faire, quoi. Donc ouais, c'est un problème de rentrer des joueurs comme ça, mais voilà, c'est aussi le profil des milieux du PSG. Quand t'as des milieux qui sont pas capables de garder le ballon, forcément, tu le ressens moins bien, ton bloc recule, et puis tu te retrouves un petit peu sur le reculoir et en difficulté contre une équipe comme Bordeaux qui a pour le coup en plus à 3-0, ils y croient plus du tout les Bordelais, ça qui est le plus dramatique, quoi. Elle est morte l'équipe, et si tu continues d'attaquer, tu peux gagner, c'est un match où tu dois gagner 5-6-0, sauf que tu n'attaques plus, et puis tu leur dis, nous on a fait le boulot, maintenant on vous laisse 20 minutes, faites ce que vous pouvez. Donc oui, Pochettino est mauvais dans ses coachings hier à fin de samedi soir, mais l'attitude des joueurs, encore une fois, elle est aussi problématique, je trouve. Juste sur Di Maria, peut-être rapide, Yacine. Ouais, non, rapide. Peut-être aussi que Pochettino ne le fait pas rentrer parce que justement Di Maria semble faire la gueule et que peut-être il se dit en gros t'acceptes pas ton sort, peut-être je te fais pas rentrer. Hein. Tu vois, il y a ça aussi. C'est-à-dire que le choix, parce que tu sais des fois le coach il te met sur le banc une fois. Voilà, peut-être qu'il a mal pris le fait que Di Maria fasse la gueule. Je dis pas, tu vois, c'est pas que non plus lui. Voilà, peut-être c'est aussi un message qu'il a envie d'envoyer. En gros. Je peux aussi faire mes choix et vous n'allez pas me faire chier tout le temps, quoi. Ah oui. Clément, un mot sur le coaching et ça nous permettra aussi d'enchaîner sur les coups de gueule, coups de cœur. Toi, c'est un coup de gueule et c'est sur Draxler et Draxler était titulaire hier et il est resté assez longtemps sur le terrain malgré malgré une activité proche du néant. Clément, sur le coaching, et on enchaîne après sur ton coup de gueule sur Draxler. Sur le coaching, franchement, le PSG a relancé combien d'équipes ces dernières années sur un match? Je pense qu'il y en a eu vraiment, mais un paquet, c'est hallucinant. Et donc oui, je pense que c'est les deux, c'est les joueurs à la fois et le coaching. Je me demande si c'est même pas philosophique en fait, en mode Yacine parlait du Bayern qui veut marquer jusqu'à la 90e minute. Nous, c'est peut-être pas ce qu'on veut faire, c'est tout. Peut-être que dans l'idée de jeu. Ça, on l'avait remarqué, oui. non, mais c'est peut-être pas dans notre volonté, dans notre mentalité de comme ça, quoi. C'est tout. C'est juste, c'est comme ça, c'est en nous. Et il y a peut-être un truc qui joue aussi. J'y ai pensé. Je sais pas, faudrait retrouver un peu les scénarios comme ça du côté de Tottenham quand il était entraîneur. Mais le fait que Pochettino ait été défenseur central. Je me demande si ça joue pas aussi sur son appréhension des fins de match comme ça quand tu commences à reculer un peu, à justement avoir tendance à vouloir renforcer le secteur défensif parce que tu subis. Peut-être que si tu avais eu un ancien attaquant sur le terrain, je sais pas, ça joue peut-être. Faudrait voir. Fernandez. Hein. Voilà, faudrait retrouver des. Fernandez. Ouais, et Ricardo. Ouais. C'est ça. Mais non, mais en vrai, ça joue peut-être. Hein, ça joue peut-être. Donc à voir de ce côté-là. Pour revenir sur mon coup de gueule, c'est pas que sur Bordeaux PSG en fait. C'est pas que sur Bordeaux PSG. Mais là, franchement, on va peut-être falloir arrêter la mascarade un jour, quelque part. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a ça. Alors, juste Clément, je rappelle, hein, ton coup de gueule, c'est Draxler. Sur le match d'hier, mais aussi sur son entame de saison, lui qui avait aussi une carte à jouer avec les blessures, les joueurs qui vont en sélection internationale, notamment Di Maria, mais qui ne saisit jamais sa chance, Clément, et on a même l'impression qu'il a baissé les bras et les contenus de ses matchs, c'est de plus en plus criant. Il y a très peu d'activité, très peu d'idées, très peu de mouvements. On a l'impression que c'est un joueur en fin de carrière, alors qu'il a même pas encore 30 ans, Clément. Et le pire dans tout ça, moi je vais te raconter l'histoire du début, c'est que moi je l'ai défendu corps et âme Draxler quand il est arrivé au PSG.
c'est pour ça que je me sens trahi en fait. C'est que les premières saisons où c'est la deuxième saison d'Unai Emery ou la première, je sais plus, où il commençait. Il arrive à l'hiver 2017, il me semble, hein, donc janvier 2017. Hein, donc c'est la première saison d'Unai Emery. Voilà, à un moment donné, il a une période de creux un peu après la remontada, je crois, ou après la période comme ça. Et moi, je le défends parce qu'il est beaucoup critiqué à l'époque. Et je me souviens quand on faisait même des articles, etc. Je le défendais, je disais que c'était un formidable joueur de foot, que son profil de passeur, de vision de jeu et de son jeu assez simple mais précis faisait du bien au PSG. Et en fait, ce mec-là, il a complètement baissé les bras à l'arrivée de Neymar, de Mbappé et des superstars où il s'est retrouvé remplaçant. C'est une descente lente aux enfers. Et en fait, c'est même pas... Parce que c'est un beau joueur de foot, Draxler. On est tous d'accord pour le dire que souvent, quand il a le ballon dans les pieds, il fait rarement de la merde, en fait. Certes, il joue assez simple et tout, mais c'est plutôt un joueur qui est élégant. Mais en fait, c'est dans l'attitude. Il n'est pas combatif. J'aimerais bien le voir, moi, en Angleterre, ce mec-là. En Angleterre, je pense que ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Je pense qu'il serait numéro 3 dans la hiérarchie des mecs. Tellement l'intensité est nécessaire pour jouer au haut niveau. C'est un gars, il n'a pas envie. Quand tu es remplaçant au PSG ou dans un des plus grands clubs européens, quand tu joues, parce que lui, il a eu sa chance. Il a eu sa chance sous Tourelle, où il l'instaure à un moment donné dans un 5-3-2, dans un 5-2-3, où il est en milieu de terrain avec Verratti, il me semble. Après, il a eu sa chance. Même avec Emery, Clément. Emery l'avait aussi placé en milieu relayeur. Ouais. L'année dernière, il a eu sa chance qu'on a eu une tripotée de blessés où il a joué certains grands matchs. Je ne sais plus exactement lesquels il a joué, mais il a joué en Ligue des Champions. Je me rappelle d'ailleurs, il fait une belle entrée à Barcelone. Mais il a sa chance. C'est jamais un mec qui a été boycotté, qui a été mis sur le. Mais il montre rien en fait. Il ne montre rien. Il se planque. Il ne se bat pas. Il n'est pas combatif. Finalement, il en arrive à un point où il est même plus décisif en fait. Il est même plus décisif. Il ne fait plus de passes. Il ne marque plus de but. Et pourtant, il est rappelé. Il a été rappelé par la Mannschaft. C'est assez curieux d'ailleurs. Il a mis un petit pot quand même. Il doit. En vrai, il y a un truc. Je sais pas ce qu'il lui trouve. D'ailleurs. Comment tu peux appeler un mec qui joue pas? Encore, Giroud, il était appelé à une époque par Deschamps, mais il marquait. Il marquait en équipe de France. Et Draxler, il y a peut-être un blessé côté allemand, c'est un truc qui nous a échappé. C'est l'attitude que je lui reproche. Pour moi, il trahit le PSG. C'est un mec qui est payé une fortune et je n'ai pas trouvé son salaire parce que j'ai vu plusieurs versions de cloche sur Internet. Mais il trahit le PSG, c'est la planque. Il doit être à 5-6 millions annuel la saison. On lui fait confiance, on l'a prolongé il n'y a pas longtemps. Et ce gars-là, il s'investit pas pour le club, il s'investit pas pour les supporters, il s'investit pas sur la pelouse. Il en a rien à foutre, il est en pré-retraite, il est dans son confort. Et pour moi, c'est l'incarnation du mec qu'on a rien à foutre, qui est là pour son confort. Alors il y en a d'autres, hein. Vous me direz, il y en a d'autres, c'est un peu inhérent au PSG ces dernières années. Le fait qu'on soit une pré-retraite, etc. Mais lui vraiment, c'est foutage de gueule pour moi. Pire que Ressé comme joueur ou pas? Ou il n'y a pas pire que Ressé, Clément? Il n'y a pas pire que Ressé, mais tu vois, tu le compares à Ressé déjà, donc ça veut dire beaucoup. Ah bah oui. Je le compare avec le bas du panier, quoi, tu vois. Nico, tu veux réagir? Tu veux dire un mot sur Draxler ou tu veux qu'on passe directement à ton coup de gueule? Non, je vais mettre ma pierre à l'édifice, t'inquiète pas. Moi, j'aime bien aussi ce joueur, malgré tout. Voilà, moi, je trouve que c'est un joueur qui a une certaine élégance, qui a évidemment des qualités. Il n'est pas arrivé là par hasard. C'est un très très bon joueur. Maintenant, effectivement, il a connu la parinisation, je ne sais pas si on peut dire ça, du joueur de foot, c'est-à-dire que voilà, il a plongé. Alors après, quand Clément parle qu'il est en plein cauchemar, bon, c'est un cauchemar à plus de 3 millions par an, donc c'est un beau cauchemar. Hein, moi, j'aimerais bien. Alors, il n'est pas en plein cauchemar, sa trajectoire est un cauchemar. Oui, bah pour l'équipe. Bon, lui après, toi, il n'a pas l'air malheureux. J'ai l'impression qu'effectivement, comme tu dis, il se contente de ce second rôle et qu'il fait rien désormais pour inverser la tendance, peut-être aussi parce qu'il sent que c'est pas possible de toute façon d'inverser la tendance. Après, il y a juste un truc sur Draxler. Moi, je comprends pas qu'on s'entête à le mettre dans un couloir. On parle justement de ce PSG qui n'a pas de joueur de ballon, qui a des milieux de terrain avec des profils trop défensifs et qui est ultra dépendant du seul Verratti. Bah, typiquement, je pense qu'un mec comme Draxler au milieu de terrain, ça pourrait te faire quand même beaucoup plus de bien que sur un couloir comme à Bordeaux.
Bon, maintenant, ce n'est qu'un avis. Et de toute façon, il ne faut pas s'attendre à revoir le Draxler d'il y a 5-6 ans. Hein. Ça, c'est peine perdue. Hein. Voilà. On a voulu le garder parce que ça nous arrangeait avec le Covid et que c'était difficile de recruter. Maintenant, il faut faire avec. Et encore une fois, moi, j'aimerais plus le voir au milieu de terrain où je suis sûr qu'il apporterait plus. De toute façon, au milieu de terrain, il n'a pas besoin de courir. Et ça tombe bien, parce que de toute façon, il ne court pas. Donc, autant le mettre là où il sera le plus utile. Et je le verrai mieux dans un rôle de relayeur désormais. Ah oui, relayeur, pas à la place d'un Wijnaldum, enfin la place à laquelle il a joué hier. Voilà, un peu à la place d'un Herrera, typiquement. Tu te rends compte? Alors, ce qu'il avait déjà joué sous Tuchel, comme l'a dit Clément, et pareil sous Unai Emery. Après, peut-être qu'il manque un peu de volume de jeu, il y a un peu d'agressivité au milieu de terrain. Je sais pas si. On a parlé 20 minutes tout à l'heure du bloc équipe, des trous en milieu de terrain, mais si tu fous Draxler en milieu, tu défends plus à 7, tu défends à 5, à 6. Donc, je suis un peu d'accord avec toi. Et tu dis qu'il est élégant, mais tu demanderas à Yacine. Moi, je suis élégant aussi sur un terrain. Et je suis pas payé 5 millions d'euros. Moi, je veux bien le faire, ce qu'il fait Draxler aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut faire un débat parallèle, hein? Sur l'élégance de Clément, ouais, on fera un podcast. Non, parce que j'ai entendu d'autres choses sur ta présence sur un terrain, Clément. Je peux pas trop dire là maintenant. Mais il faut qu'on dise aux auditeurs qu'il y a eu match cette semaine et il y a eu la première, parce que Yacine a été recruté par l'équipe de Clément. Hein. C'est un petit championnat 5, c'est ça, Clément. Hein. Et ça a été donc la première rencontre de coach Yacine. Donc il faut que tu nous dises un mot, 30 secondes. Parce que moi, on m'a dit à l'oreillette que c'est un grand numéro 10, technique, tu vois. Est-ce qu'il a été dégueulasse? C'est ça qu'on veut savoir. Voilà, c'est ça. Donc, on veut savoir, est-ce qu'il a été dégueulasse ou pas, Clément? Non, il a mis un peu de temps à trouver ses marques. Il est sorti au bout de 5 minutes parce qu'il avait un point de côté quand même. Mais après, il est rentré, il a été très bon, très, très bon. Il a été calme. Il a fait une belle louche qui aurait pu aboutir à un but de légende. Mais très bien, très, très bien, Yacine. Est-ce qu'on peut prévoir une trajectoire à la rail, c'est-à-dire on rentre tout doucement et puis finalement, au bout de 18 mois, il sera indispensable? Point d'interrogation. Non. Joker. Non, mais faut jamais tout donner sur le premier match parce qu'après, les gens, ils mettent la barre haut et ils attendent trop. Tu montes tout doucement et là, à chaque match, ils sont surpris. Et pareil, Yacine, sur Clément, est-ce qu'il y a du Cavani dans son jeu, dans ses appels? Pas du tout. Je sais même pas comment ça peut être son idole, mais pas du tout. Eh ben, on referme cette parenthèse, messieurs. Et un mot, Yacine, de Draxler, et puis après, on ira voir Nico pour son coup de gueule qui concerne Achraf Hakimi. Yacine, sur Draxler. Draxler, alors, il a mis un super beau petit pont. Ouais. L'action du match. Joueur de 5. Non, mais par contre, franchement, moi, je rejoins Nico. Parce que sur les 3 dernières saisons, les meilleurs matchs de Draxler, c'est au milieu. Et ce que dit Clément sur le fait de ne pas défendre, regardez l'attitude de Draxler quand il joue au milieu, c'est pas la même. Parce que ça, c'est typiquement le genre de joueur, quand tu lui dis, t'es attaquant, il est là pour dribbler et tout. Et quand tu lui dis, t'es milieu, tu sais, bêtement, c'est le poste. Il travaille plus, il est plus simple, moi je vous le dis, reprenez le match par exemple contre Naples, parce que pour moi c'est une référence ce match-là, à Naples, où Paris doit aller chercher sa qualif après avoir fait 2-2 à l'arrache, etc. Il est très bon à Naples, avec Verratti à côté de lui, dans ce 3-4-3 un peu de Tuchel. En 2018, Yacine, c'est ça? Ouais, 2018. Ouais, c'est match de phase de poule. 2019, ouais. Quand il y avait Liverpool-Naples dans la poule. C'est ça. Et en fait, moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, vu qu'il a plus les jambes pour faire ce qu'il faisait avant, notamment quand il arrive les 6 premiers mois où il est sur le côté, il percute, il élimine, etc. Franchement, il peut être très intéressant. Et que les choses soient claires, comme ça, éviter les messages qui servent à rien. Pas dans les gros, je parle pas des gros matchs, mais Bordeaux, Clermont, Angers, voilà. Ce joueur-là. T'as pas cité Dijon cette fois-ci? Ils sont plus là. Bah oui. Il peut très bien apporter. Au lieu d'avoir une équipe avec 3 mecs qui font que défendre, mets-le là. Il va t'apporter du lien et c'est des man. Je veux dire, à Bordeaux, il n'aurait pas fait tâche au milieu, je crois pas. Hein. Donc voilà, moi je rejoins Nico sur l'idée que Draxler aujourd'hui utilise-le au milieu, pas dans les gros matchs où effectivement il va falloir aller se dépouiller, mais dans les matchs de Ligue 1, il peut très bien te servir. Mais c'est comme Rafinha. Bon là il était blessé, mais
un mec comme Rafinha, ne me dis pas que tu peux pas le mettre dans des petits matchs de Ligue 1 quand tu as besoin d'avoir un peu des mecs qui touchent le ballon. On a des joueurs avec quand même un profil un peu technique, mais ils jouent jamais, donc c'est sûr que tu peux pas critiquer un mec comme Rafinha, il est jamais aligné. On avait critiqué Tuchel justement sur le fait qu'il concerne pas tous ses remplaçants et vraiment parfois aussi on a l'impression que Pochettino il est un peu dans la même veine. Hein. Des joueurs qui sont quand ils sont aptes ne sont pas du tout utilisés, puis ils finissent par se blesser à l'entraînement et quand on a besoin d'eux, ils sont plus là. Et là je pense à Diallo, à celui que vous venez de citer, Rafinha, Draxler aussi, c'est vrai. On passe au deuxième coup de gueule. Clément, tu me dis si tu veux y aller, y a pas de souci. Non, c'est bon, Super, parfait. Ça concerne Achraf Hakimi, Nicolas. Achraf Hakimi qui avait fait un très très bon début de saison. C'est le Achraf Hakimi qu'on avait connu à Dortmund, à l'Inter, qui prenait son couloir, qui offrait pas mal de solutions, qui amenait des centres avec sa bonne patte droite. Et on a l'impression, Nico, depuis 3-4 matchs, alors évidemment, il n'est pas dans la meilleure position, mais tout de même, on a l'impression, parce qu'il apporte quasiment plus rien lors des matchs, en tout cas offensivement. C'est pas qu'une impression, ça se confirme visuellement, ça se confirme dans les statistiques puisque il centre plus, il frappe plus au but, il déborde quasiment plus. Alors on parle souvent de son placement, de son habitude à jouer dans un système à 3 derrière et que à 4 c'est plus compliqué pour lui. Maintenant ça reste un latéral droit et donc j'ai du mal à croire que le schéma tactique soit la seule explication à cette baisse d'activité. Alors est-ce qu'il y a des consignes pour pas monter? Je ne sais pas. Mais quand vous regardez sa heatmap du match contre Bordeaux, c'est effrayant parce qu'en fait, on se rend compte que désormais, il touche une écrasante majorité de ballons dans son camp et que il se projette plus. Donc, c'est pas trop un coup de gueule contre lui en soi, c'est plutôt un coup de gueule contre son utilisation. Voilà, on s'est tous félicités d'avoir recruté un latéral droit qui était enfin dans le top 3 mondial, si ce n'est même pas plus. Et aujourd'hui, on est en train de le sous-exploiter match après match. Et j'ai l'impression que lui-même est en train de perdre, alors je ne sais pas si c'est de la confiance, mais en tout cas en termes de plaisir, c'est évident qu'il s'éclate beaucoup moins. Et voilà, je trouve ça vraiment très très dommage, parce que si c'était pour avoir un latéral droit qui ne fait que défendre et qui n'apporte plus rien offensivement, on avait déjà Kerrer et Dagba, donc il n'y avait vraiment pas besoin d'aller recruter un joueur à 60 millions d'euros. Donc j'espère que ce n'est que passager, qu'on va vite retrouver le Hakimi du début de saison. Mais c'est vrai que là, depuis le mois d'octobre, j'ai trouvé que ça a été, en tout cas à titre personnel, une de mes très très grosses déceptions de ce que j'ai vu du PSG depuis 4-5 matchs maintenant. Clément, c'était un poste important, le poste de latéral droit au PSG, notamment face aux grosses équipes en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, on arrive toujours à quand même se débrouiller entre Kerrer et Dagba, même si c'était pas flamboyant. Mais, comme l'a dit Nicolas, on a recruté cette année un top latéral droit, mais malheureusement, plus les matchs passent et plus on a l'impression qu'il régresse. Moi, je pense que, alors, je sais pas, je serais moins catastrophique. Enfin, je serais moins dans le catastrophisme que Nico. Je pense qu'il a clairement baissé d'un ton ces dernières semaines. Ça peut arriver, déjà, C'est aussi à l'image de l'équipe. Forcément, quand l'équipe est un peu moins bonne, lui est moins bon aussi. Je pense que malgré tout, il serait plus à l'aise dans un autre système. Clairement plus à l'aise. Il aurait beaucoup plus de champs libres pour attaquer et pour faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être décisif offensivement et enchaîner les courses. On pense évidemment au système à 3 centraux. Bon, a priori, c'est pas ce qu'a décidé Pochettino pour le moment, donc ça serait l'idéal. Et je pense qu'à gauche, c'est la même chose d'ailleurs. Je pense que Bendes et Bernat seraient plus à l'aise dans ce système-là. Et dernière chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais j'avais un troisième point à dire sur Hakimi. J'ai oublié, ça va revenir. Est-ce que ça avait un lien avec Cavani ou pas? Non, aucun rapport. Bon, écoute, si ça te revient, tu me fais signe. Un petit mot sur Hakimi, Yass. J'imagine que tu as à peu près les mêmes arguments que Nicolas. On voit plus déjà le Hakimi de début de saison et encore moins le Hakimi de la saison dernière. Alors évidemment, c'est dû aussi à son positionnement sur le terrain, mais pas que, parce qu'avec l'équipe nationale, par exemple, du Maroc, il me semble qu'avec Vaïd Aïlozi, on joue dans une défense à 4, et j'ai rarement entendu des critiques sur son jeu avec l'équipe nationale. Donc d'où vient le problème, Yacine, si problème il y a? Évidemment, moi je vais dire à Nico, déjà le mot plaisir, je crois que c'est un gros mot, donc on va éviter de l'utiliser.
Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. On voit dans son expression qu'il prend pas de plaisir. Parce qu'il est bridé. Sa hitmap, elle te montre qu'il est bridé. Là où il touche le ballon, c'est entre son camp et la ligne médiane. C'est pas là où on veut le voir. Mais ça s'explique par plein de choses. On a expliqué depuis le début que les 3 de devant ont plutôt défendent pas ou on les consigne de pas défendre. Donc, si tu envoies ton latéral dédoublé avec ton joueur de côté, que ce soit Draxler, Di Maria ou qui tu veux à ce moment-là, ou Messi, et que les 3 de devant ne défendent pas déjà. Donc, à 4 comme ça, ben, tu vas avoir un trou sur le côté. Donc, évidemment que les consignes, c'est obligé qu'il y a des consignes. Maintenant, si c'est pour utiliser Hakimi comme ça, moi j'ai un message à Pochettino, mais rappelez Talal El Karkouri. Voilà. Ah oui. Mettez-moi un stopper à droite et arrêtez de vous acheter des joueurs à 60 millions qui ont des qualités offensives à qui tu dis, ligne médiane, et tu prends un coup d'électricité. Ah, mais ça va 2 minutes, quoi. Donc, moi, je pense que de toute façon, en fait, il y a juste un truc sur le système. Oui, il serait mieux en 3-5-2. Maintenant, si vraiment tu veux rester à 4, je l'avais dit en début de saison, cette équipe a des profils pour jouer très haut. Marquinhos, il aime défendre en avançant. Les latéraux, ils jouent haut. Le seul problème, c'est que si tu décides de jouer comme ça, parce que je vous rappelle quand même que le Barça, qui a fait référence de 2011 à 2014, là, 2015, les latéraux, c'est pas non plus les meilleurs défenseurs du monde. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient le droit d'attaquer. Le Barça, ils jouaient à 50 mètres de leur but. Et il y avait un contre-pressing pour éviter l'équipe adverse de trouver des passes. Maintenant, effectivement, tu peux jouer comme ça. Mais s'il n'y a pas de contre-pressing, tu vas te retrouver en galère. Et c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit au début. Cette équipe, elle est aujourd'hui composée de joueurs qui ne parlent pas le même football. Voilà. Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer plus bas, comme Danilo, etc. Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer très haut du contre-pressing. Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer en contre, comme Mbappé. Quand il y a des joueurs qui sont faits pour avoir le ballon, voilà, il y a un problème d'homogénéité, en fait. Tu n'as pas les bons profils pour créer quelque chose. Et comme en plus, j'ai l'impression que le coach, il est résigné en se disant, de toute façon, je mets les joueurs, il se passera ce qui se passera. Alors, voilà. Alors, petit espoir peut-être, hein, parce qu'on a appris récemment, mais pour la énième fois, que Sergio Ramos devrait reprendre l'entraînement pendant l'entraînement collectif durant la trêve internationale et qu'on a peut-être un espoir de le revoir après cette trêve internationale. Alors, est-ce que c'est pas à ce moment-là que Pochettino va nous mettre la défense à 3? Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, et peut-être que je me trompe, on le saura bientôt s'il n'y a pas une blessure encore de Ramos dans la semaine à l'entraînement. Mais on nous a dit logiquement qu'il devrait revenir au prochain, qu'il s'entraîne avec le collectif et pourquoi pas être dans le groupe lors du prochain match. On passe au dernier sujet. Pour une fois là, c'est un coup de cœur. On finit bien sur une note positive avec Yacine pour une fois. Qui l'avait réclamé lors du podcast précédent. C'est sur le jeune junior Dina Ebimbe, qui a été titularisé au milieu de terrain aux côtés de Wijnaldum et de Ander Herrera. Et t'as plutôt bien aimé son match, Yacine? Oui, je l'ai trouvé intéressant. Déjà dans le volume de course, il a été très bon. Il a plutôt essayé de jouer vers l'avant tant qu'il pouvait. Il a été dans la simplicité. On a vu qu'il voulait pas forcément prendre de risques. Il a joué très simple en 2 touches, 3 touches de balle maximum. Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'il a été intéressant, plutôt bon. Quand en plus, tu reprends un peu le fait qu'il n'ait pas joué du tout, ou très peu, puisqu'il a joué 1 minute, je crois. Oui, tu avais rappelé la stat dans ton papier qui est disponible sur le site parisunited.fr. Depuis 2 mois, il a joué 18 minutes. C'est ça. Donc, automatiquement, il manque quand même de rythme, de repères. Il a été plutôt bon quand tu mets tout ça en perspective. Et je répète que ce joueur-là mérite plus de temps de jeu. Voilà. Et il mérite plus de temps de jeu par rapport à ses performances parce que au début de saison, quand il fait la préparation, il est plutôt très intéressant quand il joue, avant que les internationaux reviennent. Il a joué une 30aine de matchs à Dijon qui lui ont permis de se frotter à la Ligue 1, etc. et de progresser. Alors, on rappelle, Yacine, je te coupe 30 secondes pour rappeler qu'il a été prêté la saison dernière, pour les auditeurs qui étaient au courant, il a été prêté la saison dernière par le PSG à Dijon où il a joué une 30aine de matchs. Voilà. Donc, il a fait la préparation. Quand il a joué, il a été plutôt intéressant. Le premier match contre, je crois que c'est Strasbourg qui joue, il est aussi bon. Voilà, c'est un joueur qui mérite du temps de jeu. Le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On en est quand même à environ l'équivalent de 2 matchs là. Sur 3 mois, on va arriver à 4 mois, et je lui donne très peu de chances de rejouer d'ici décembre. Donc il aura fait 3 ou 4 matchs. Qu'est-ce qu'on fait en janvier? On le prête,
encore une fois. Je rappelle qu'il est formé au club, donc dans la liste Ligue des Champions, il a un rôle important. Si c'est pour le garder juste pour ça et ne plus le faire jouer, il va perdre un an parce que les entraînements, c'est bien de t'entraîner avec Neymar et compagnie, mais à un moment donné, c'est les matchs qui te font passer des caps. Qu'est-ce que tu fais? Quel message t'envoies aux autres? Puisque aujourd'hui, on a renvoyé Michu et Simons en U19. Quel message tu leur envoies? En gros, de toute façon, vous serez dans la liste parce que vous nous apportez le quota en Ligue des Champions, mais en vérité, vous ne jouerez pas de l'année. Voilà, c'est tout ça. Et moi, je veux bien qu'on m'explique que les jeunes, mais à un moment donné, moi, je vois des matchs, sur les 3-4 matchs qu'a fait Dina Bimbe cette année, moi, je suis désolé, si je fais mon équipe, je le vois pas inférieur à Danilo. Alors, je le vois inférieur au Gay des 6 derniers mois, mais pas au Gay des 3 derniers matchs. Donc voilà, il doit faire partie de la rotation, il est dans le groupe, il doit avoir du temps de jeu. Voilà. Clément, je te vois hocher opiner du chef. Tu as l'air d'être d'accord avec Yacine. Ouais, complètement d'accord. Moi, je l'avais vu au parc contre Strasbourg. Je l'avais trouvé super intéressant. Déjà, il se cache pas, c'est hyper intéressant, mais il se planque pas. Et ça, on en a eu des milieux qui se planquent au PSG. Lui, pas du tout. Il a pas froid aux yeux. Il a pas peur du ballon. On veut des noms, Clément. On veut des noms. Qui se cachait au PSG? Non, ça suffit de faire des énigmes. Hein. Je suis ami avec tous les anciens du PSG, je ne citerai pas de nom. Mais non, il a du volume et ça lui permet d'être bon dans tous les aspects du milieu de terrain, que ce soit à la création ou à la récupération. Donc moi j'aime beaucoup, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il n'ait rien à envier. Si parce que sur la durée, va quand même falloir confirmer. Donc je peux pas non plus le mettre au niveau de Gay par exemple, faut pas déconner. Mais en revanche, il a tout à fait sa place dans la rotation et il y a aucune raison qu'il n'enchaîne pas. Alors là, ça va être à Pochettino de gérer son groupe et de bien gérer entre guillemets les égos des uns et des autres. À savoir qu'il n'a pas non plus le même profil qu'un Danilo hein, pour le coup. Donc voilà. Mais moi j'ai bien aimé voilà, surtout le fait qu'il se cache pas et qu'il est présent dans le jeu et il se contente pas de faire des passes à 2 mètres mais et voilà, il a de la personnalité pour son âge et ça c'est aussi un des éléments au-delà des qualités footballistiques. Quand tu joues dans un club comme le PSG, tu es obligé d'avoir de la personnalité et de la présence et ça lui il l'a donc c'est plutôt encourageant pour la suite quoi. Nico, pareil, hein, si tu veux réagir, ça sera le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin, Nicolas, sur le jeune Dina Bimbe. Est-ce que tu es d'accord avec Yacine et Clément? Est-ce que selon toi, il mériterait quand même un peu plus dans la rotation? Oui, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant quand on voit comme ça un jeune qui rentre, alors si on met de côté effectivement son absence de rythme, d'automatisme, et donc forcément, c'est des conditions difficiles de faire un match comme ça tous les 2 mois ou 3 mois. Donc par rapport à ça, je trouve que sa performance est très intéressante. Son activité, puis surtout moi ce que je vois quand un jeune rentre comme ça, c'est on en a parlé au début, c'est l'envie. Voilà, tu sens que le môme il a envie de jouer, tu sens qu'il a envie de cavaler, tu sens qu'il n'est pas en train de calculer ses efforts. Et c'est ce qui manque à cette équipe justement, c'est d'avoir des profils avec on le dit tout le temps, c'est une équipe qui court pas, qui est très très avare d'efforts. Justement, ce genre de profil-là, ça te fait du bien, je trouve. Et je comprends pas qu'on ne voit pas de temps en temps le petit, j'arriverai jamais à le prononcer correctement, mais Bichabou. Oui. Bon, allez, vous m'avez compris. Donc je comprends pas qu'on le jeune défenseur central de 16 ans. C'est ça, jeune défenseur central. Alors évidemment que et puis c'est pareil avec Xavi Simons, avec Simons, pardon, avec Michu, avec Garbi, ce sont des joueurs qui ils sont là, ils sont dans ton groupe et il y a un moment où ils peuvent forcément t'apporter quelque chose. Alors évidemment que l'idée c'est pas de dire que le petit Bimbe il va prendre la place à City d'un titulaire. Évidemment que c'est pas l'idée, mais tu as besoin aussi, je pense, dans une saison d'avoir déjà pour leur montrer qu'ils comptent et que ils sont pas déjà en train de regarder ce qu'ils vont faire l'an prochain, dans quel club ils vont devoir se barrer pour jouer, parce qu'à Paris c'est bouché. Donc déjà, tu as besoin de leur montrer qu'ils existent. Et puis en plus, ça te fait du bien des jeunes, parce que voilà, encore une fois, ils vont t'apporter autre chose. Ils vont t'apporter ce côté un peu insouciant, ce côté envie, ce côté vitesse. Et je crois que le PSG est une équipe de sénateurs. Je l'ai déjà dit plein de fois.
C'est vraiment, voilà, on a des feignasses sur le terrain, on a des mecs qui veulent pas courir parce que ils pensent que seul le talent suffit. Quand tu mets des petits jeunes comme ça, tu vas pas bouleverser ta hiérarchie, mais au moins sur des matchs ponctuels, tu vas donner un peu de vie à ton équipe. Et moi, c'est ce que j'ai aimé à Bordeaux, c'est que voilà, j'ai vu une équipe qui avait un peu plus de vie. Et je pense que c'est pas complètement anodin que Epimbe soit sur le terrain pendant ce match-là et que justement ça contribue aussi à ça. Donc, est-ce que Pochettino maintenant il est capable de les intégrer plus régulièrement? J'en doute fortement. Et c'est dommage, mais quand tu as autant de joueurs dans ton groupe aussi, je conçois que c'est difficile. Mais c'est un vrai problème pour le PSG de toute façon, cette sous-exploitation des jeunes. Et encore une fois, l'idée n'est pas de dire c'est un Titi, il a été formé au PSG, il doit jouer, non, c'est pas ça. C'est juste que tu peux pas te permettre d'avoir des mecs qui vont faire 1 ou 2 apparitions dans la saison. Voilà, ils sont dans le groupe, ils ont signé des contrats. Si tu les as fait signer, comme le dit Yass, si c'est juste pour qu'ils soient dans le quota de la Ligue des Champions, c'est vraiment une sacrée attitude de merde, excusez-moi l'expression. Maintenant, si tu penses que ce sont des bons joueurs et qu'ils peuvent t'apporter quelque chose, il faut peut-être leur montrer à eux et puis compter sur eux un petit peu plus souvent. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Nicolas, pour cette conclusion. Et je rappelle aussi qu'il y a des grands clubs, au même titre que le PSG, qui ont des jeunes qui n'hésitent pas à les faire démarrer. Et je pense à des clubs comme Barcelone, comme le Bayern Munich, comme le Real Madrid. Donc voilà, il y a pas de raison que chez nous aussi on ne fasse pas démarrer les jeunes. Merci encore, messieurs, de m'avoir accompagné ce matin pour le débrief du match. Merci beaucoup, Clément. À très bientôt, amigo, avec ta super belle moustache, ça te va très bien. Salut Nico, merci aussi. À bientôt. Yacine. À tout à l'heure, comme d'habitude. Et on salue Hugo, hein, c'est vrai alors parce que j'ai aussi des messages. Alors Hugo, je vous l'avais dit, hein, il va se faire opérer. Il s'est fait les croisés. Pour une fois, c'est pas une blague, c'est vraiment fait les croisés. Et entre ça et son emploi du temps qui est surchargé, donc voilà, il a un peu moins de temps, mais rassurez-vous, il va revenir, pardon. On l'embrasse, lui, dont c'est aussi bientôt l'anniversaire. Qu'on va fêter samedi prochain, Yacine et Clément, n'est-ce pas? Il est aussi père de 2 enfants, donc ça lui prend du temps, etc. Oui, ce sont des enfants illégitimes, mais ça, voilà, il fallait pas en parler. Par contre, je couperai le passage sur Draxler pour Hugo. Ah ouais. Ouais, il risque de se sentir mal, lui qui adore ce joueur. Merci encore, messieurs, puis on se retrouve sans doute la semaine prochaine. On parlera un peu d'équipe de France et on fera sans doute un premier bilan du PSG où on a quasiment un tiers du championnat. On fera un premier bilan. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à très vite pour le prochain podcast. Salut. Salut. Ciao.